Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Vie en Vosges. Cette semaine encore, nous allons parler nature et environnement avec nos deux invités. Après avoir parlé de la transmission et des débuts dans la photographie animalière lors d'une précédente émission, Vincent et Michel Munier sont toujours avec nous. Michel a récemment publié un ouvrage, son livre L'oiseau-forêt, une vie consacrée à un oiseau, le grand tétras, qu'il raconte au fil des pages. Une espèce qui se fait de plus en plus rare dans notre massif. On aura l'occasion pendant ces 26 minutes de s'y intéresser, de parler de ses besoins, de ses difficultés, de sa réintroduction qui est envisagée dans le massif. Et puis ce sera aussi l'occasion, bien sûr, de parler de La Panthère des Neiges, ce film documentaire aux plus de 626 000 entrées. Alors 26 minutes ne suffiront peut-être pas pour parler de notre environnement, de notre écosystème fragilisé. On va essayer en tous les cas. Merci une nouvelle fois d'être avec nous, messieurs, sur notre plateau. Michel, on va débuter avec vous. Quels sont les mots que vous utiliseriez pour décrire le grand tétras ? C'est un oiseau mystérieux des forêts profondes et froides de l'Europe de l'Ouest. Clair, concis. Cet oiseau que vous connaissez bien maintenant, 800 nuits à l'observer après l'avoir découvert avec un ami, c'est bien ça? Et c'est ce que vous racontez dans ce livre. Pourquoi ce livre? Ce livre, écoutez, vient tout simplement d'une idée d'un journaliste qui s'appelle Fabrice Nicolino, qui a une bonne dizaine d'années s'est promené avec nous en montagne, et quand il a vu notre rythme, qu'il a su que je prenais des notes depuis 50 ans, il m'a dit, il faut que tu fasses un livre. Voilà, donc il y a voilà, tout simplement. Donc là, à cette époque, j'ai botté en touche parce qu'il y avait encore des oiseaux, donc il ne s'agissait pas de parler d'un oiseau mythique qui peut ramener du dérangement. Ramener du monde, bien sûr. Donc j'ai décidé de l'écrire parce que maintenant c'est un oiseau qui disparaît de notre massif, donc pour témoigner un petit peu de l'évolution de notre massif, au niveau du climat, mais aussi au niveau du dérangement. Il y a une forme d'obstination quelque part, de ne jamais en avoir assez, de ne jamais en savoir assez sur cet oiseau pour l'observer finalement depuis si longtemps. Ah oui, alors ça, je crois que tous les gens qui se passionnent pour une espèce sont tous d'accord avec cela. Quand vous observez pendant 3, 4 ans, 5 ans, vous pensez avoir connu, et si vous poursuivez, vous dites vous ne savez pas. Donc c'est un oiseau, oui, mais il a encore plein de mystères. Vincent, vous comprenez aussi cette obstination, ce regard sur le grand tétras et ce livre mais bien sûr. C'est vrai que moi, à l'âge de 12-13 ans, il m'a amené sous un sapin pour l'observer. Et oui, c'est un oiseau qui est emblématique de nos vieilles forêts, c'est certain, froides. Et c'était, on parlait de transmission dans l'émission dernière, et ça c'est pareil. Je trouve que moi j'ai eu la chance d'avoir eu ce père qui m'a transmis énormément de choses. Et je me dis que là, de faire ce livre, c'est aussi ça, c'est aussi une transmission pour tout le monde. Donc là, on était ravis, on l'a édité avec ma petite maison d'édition. Je trouve que des livres aussi, ça peut changer beaucoup de choses. Et ce témoignage était, à mon avis, assez utile. Cette obstination, plus de 50 ans, à tenter de protéger un oiseau, un milieu, évidemment, on ne peut pas les dissocier. Et je trouve ça assez rare, de plus en plus rare, et important, parce que finalement, même si la fin est tragique, on vit son déclin, c'est dur, on est vraiment en grande souffrance, mais malgré tout, il y a eu un enseignement qui était très fort, et c'est ce qu'il décrit dans ce livre. Décrit dans ce livre. C'est vraiment le témoin de l'évolution de notre massif, de ses dérives, et puis, comme le dit Vincent, c'est dur finalement, la fin est dure pour un passionné comme vous, j'imagine que c'est... Oui, non, mais c'est sûr que c'est très dur, hein. J'ai vécu des moments très difficiles, mais en même temps, il faut bien comprendre, là, c'est 800 nuits, mais il y a eu beaucoup d'autres moments. Mais ces nuits-là sont très importantes parce qu'en fait, quand vous passez 18 heures sans bouger sous un sapin, mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans vos environnements, mais progressivement encore à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une sorte de méditation sur... La vie autour de vous, la vie en dessous de vous, c'est toujours l'humus. De plus en plus, j'ai pris conscience de la richesse du sol forestier, de l'humus et de l'insignifiant. Je crois que c'est surtout ce côté de prendre conscience et de méditer sur ce monde, sur notre monde, mais sur le monde de la forêt. On estimait entre 500 et 600 coqs de bruyère dans les années 1930, c'est bien ça, c'est sauf erreur de ma part. Oui, même encore plus tard. Encore plus tard. Aujourd'hui, il en resterait
5? Oh ben, on est sûr de deux mâles, deux mâles et 2 ou 3 femelles, avec peut-être 1 ou 2 individus erratiques qui ont été chassés du haut du massif par le flot touristique. Mais c'est la fin. De toute façon, les appareils photo automatiques que l'on place nous montrent que ce sont des individus très âgés. Alors une disparition qui repose forcément sur des éléments dont on a conscience, enfin je pense, le tourisme de masse, le dérèglement climatique. Oui. Et la structure forestière, mais La je pense que structure forestière. il y a quelque chose qui nous échappe, c'est ça, c'est le dérèglement climatique. Quand on voit dans ces premières nuits, dans les années 70-80, où on avait des hivers qui duraient pendant très longtemps, avec des épaisseurs de neige très fortes, et c'est quand même une espèce boréale qui a besoin de ces hivers très froids, avec moins de présence de prédateurs finalement, et là on a plus ça. Donc c'est un oiseau qui n'a plus du tout le milieu, rien que ça. Après le tourisme, c'est aussi assez affolant. Je pense que ça va être un grand défi, un grand enjeu pour notre massif, c'est d'éviter que ce soit un terrain de jeu en quelque sorte, avec un accès partout, sans quoi il y aura que des hommes, quoi. Là c'est juste une alerte, mais là ce qu'il faudrait, c'est que, je parlais d'enseignement, qu'est-ce qui nous a enseigné cet oiseau, c'est la richesse de ce milieu et la multitude d'autres espèces qui vivaient là où il était. Là tu parlais de l'humus, mais il y a les insectes, les mousses, les lichens, toutes les petites chouettes dont on parlait, toutes les espèces cavernicoles, et donc c'est ça où on a quand même encore une mission, je trouve, c'est de préserver encore ces milieux-là, du grand tétras. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'on parle de surfréquentation, on en entend parler, mais finalement, on ne fait rien. Est-ce qu'il n'y a rien qui est fait pour limiter cette surfréquentation aujourd'hui? Bien, les organismes tentent de mener quand même des précautions en mettant des panneaux. Mais est-ce que c'est suivi? Vous savez, nous ne sommes pas très disciplinés, hein, alors il faudrait aller plus loin dans la démarche de protection des habitats et de la quiétude de ce massif, hein, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'étais récemment en Engadine, en Suisse, ou alors j'ai des souvenirs des grands parcs nationaux américains. Et c'est peut-être un des exemples qui serait assez intéressant à suivre, c'est-à-dire qu'on amène les gens un peu, on les oriente sur des sentiers, on évite évidemment d'en sortir, et on vient en lisière de ces milieux qui sont d'une richesse folle, quoi, avec des vieux arbres. Et là, il y a peut-être ça, mais encore, comme tu le dis, il faut que les gens respectent un peu ça. Mais je pense qu'on va être obligé. Alors, on n'aime pas ça, les interdits, mais il y a des endroits, il faut que ça reste en quelque sorte des zones de quiétude. Il faut juste... Et je pense que c'est révélateur, là, dans notre massif, mais partout ailleurs, hein, les amis, dans les autres montagnes, en France, c'est un peu la même chose. C'est faire en sorte de comprendre qu'il faut composer avec les autres habitants, quoi. Il faut qu'on habite le monde différemment, il faut cesser d'avoir cette hégémonie de notre espèce sur toutes les autres. Et c'est juste un respect. Et très vite, il y a cet égoïsme qui vient d'une espèce sur les autres et qui fait qu'on appauvrit cruellement notre habitat. Et avec ça, évidemment, qu'on se fragilise également, quoi. Alors on va poursuivre dans un instant sur le Grand Tétras, sur la Panthère des Neiges. Mais juste avant, on va regarder un reportage qui date du mois d'octobre dernier. On parle réintroduction du Grand Tétras. On regarde et on en reparle juste après. Il est l'emblème du massif des Vosges, le Grand Tétras, qui ne cesse de voir sa population s'amoindrir dans notre département, fait l'objet de toutes les attentions depuis plusieurs années. Vendredi dernier au Valtin, on évoquait le calendrier de l'arrivée d'une quarantaine de gallinacés, probablement au printemps 2023. Ce n'est pas de la réintroduction, puisqu'il y a encore, à l'heure où nous parlons, une dizaine de sujets dans les parties les plus propices, donc notre massif des Vosges. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre au point les mesures qu'on va mettre en place pour aller capturer en Scandinavie un certain nombre donc, de sujets, Grand Tétras. Les grands coqs de bruyère seront donc scandinaves, reste à savoir s'ils s'adapteront à notre climat et ses évolutions. Il s'est déjà adapté dans des secteurs proches des nôtres, hein. Donc c'est tout le travail scientifique aussi qu'on fait en ce moment. On est allé avoir des secteurs similaires en Pologne, en Allemagne, qui sont des milieux proches des milieux vosgiens, en termes de milieu, de climat, etc. Pas tout à fait les mêmes. Et donc, effectivement, l'hypothèse est qu'ils pourraient s'adapter. Chaque individu sera équipé d'une balise pour permettre au groupe Tétras Vosges de surveiller l'oiseau. L'ambition est d'en relâcher près de 150 en 15 ans, mais pas tous originaires de Scandinavie. On commence par réintroduire des individus sauvages au printemps 2023. On regarde si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on continue.
On encourage, on soutient le parc de Sainte-Croix pour développer son élevage. On développe aussi la volière in situ, il faudra trouver un endroit. Et à horizon 2025, donc 2 ans plus tard, on devrait être en capacité de mettre en place ce deuxième dispositif pour avoir plus de grands tétras remis dans le milieu naturel. L'intérêt de cet élevage, c'est de ne pas dépendre d'une population sauvage, puisque bon, c'est quand même des populations qui existent par ailleurs, et d'augmenter le nombre d'individus qu'on introduira dans le milieu naturel. Si cet élevage lorrain pourrait permettre à l'animal d'évoluer par la suite dans un environnement qu'il connaît, d'autres paramètres sont à prendre en compte et un travail sur le milieu naturel est primordial. Alors, je crois connaître vos avis sur cette réintroduction et avoir vos visages pendant ce reportage. Michel, on ne peut pas cautionner cette réintroduction. C'est triste, hein. Vraiment. Là, je peux vous dire que entendre ça, bon, on savait, mais non, c'est dur d'entendre ça. Vous savez, il faudrait qu'on se pose des questions avant, de se dire où se situent les populations en bon état de conservation. L'autre question, c'est où disparaissent les populations en Europe. Et puis, se baser aussi sur les réintroductions, les différentes réintroductions, se dire, est-ce que ces réintroductions qui ont été faites partout dans l'Europe du Sud-Ouest ont fonctionné? À la première question, on sait que c'est en Scandinavie. Pourquoi la Scandinavie? Parce que c'est une espèce boréale, il faut bien comprendre, qui a toutes les conditions, qui trouve là-bas toutes les conditions pour être en bon état. Où se trouvent pour la deuxième question, c'est tous les massifs du sud-ouest de l'Europe, les populations s'écroulent. En Écosse, il y a eu une réintroduction qui a bien fonctionné, qui a démarré au XIXe siècle, qui a bien fonctionné dans des milieux extraordinaire, où il n'y avait pas de tourisme, où le climat était quand même beaucoup plus froid que le nôtre. Mais actuellement, les Écossais nous disent, ça y est, les populations sont en train de s'écrouler également en Écosse. Vous voyez, c'est quelque chose qui... Ouais, pourquoi vraiment... je vais vous donner un autre avis. Dans les Vosges, il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y avait des tétras en forêt d'Épinal. Et progressivement, on a vu la contraction de l'espace vital venir sur le sommet. Pourquoi? Tout simplement parce que le climat ne correspondait plus et les oiseaux se retrouvaient piégés sur le haut du sommet où on développe maintenant le tourisme. Le tourisme. Il y a une chose qu'il faudrait expliquer tout simplement. On sait tous que la forêt vosgienne souffre de sécheresse, du réchauffement climatique. Pour les forestiers, on va aller chercher des essences du sud, du pin laricio, du sapin de Turquie, pour les amener dans les Vosges. Et maintenant, on nous dit, on va aller chercher des oiseaux dans le nord pour les remettre dans les Vosges. Où est la logique? On a perdu le bon sens. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. On est vraiment sur quelque chose, un cas école en fait d'un interventionnisme irraisonné. C'est vraiment ça. Comment aller chercher des oiseaux en Scandinavie où ils ont encore des hivers très froids pour les faire mourir dans nos Vosges, où les conditions sont plus rassemblées. Et c'est nous qui disons ça. C'est-à-dire que nous, cet oiseau, on aurait envie qu'ils soient encore dans les Vosges. Mais là, on est face à vraiment une grosse bêtise. Une bêtise, un interventionnisme. Et pourtant, on n'est pas contre parfois des réintroductions, mais qui soient raisonnées. Pour le lynx, ça peut fonctionner. Pour le vautour, ça a fonctionné dans les baronnies ou ailleurs dans le sud de la France. Pour le grand tétras, tous les exemples en Europe, ça a été des échecs, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage. Donc là, c'est de la dépense d'argent. C'est qu'il va y avoir plein de monde en montagne. On va faire des born to be free, donc ils vont essayer de les faire grandir sous des cages. Et un peu à l'image des chasseurs avec les faisans de Colchis, qui n'est pas une espèce de chez nous. Donc oui, c'est une aberration. C'est vraiment une bêtise. Aujourd'hui, finalement, c'est l'animal qui doit s'adapter à l'humain. Et non plus l'inverse. Alors que c'est l'homme qui finalement entre dans son milieu. Hein. Vous le dites à un moment à Sylvain Tesson dans La Panthère des Neiges, que finalement aujourd'hui l'animal n'a plus sa place, alors qu'en fait on vient juste sur son territoire. Oui, c'est de composer un peu différemment, c'est habiter le monde différemment et prendre en considération que oui, on n'est pas obligatoirement chez nous. C'est un peu notre grand drame, c'est vrai. Et là, je trouve que
C'est juste qu'il faut accepter juste c'est un échec, c'est certain, mais la disparition de cet oiseau du Grand Nord dans notre massif par rapport à tout ce qu'on a dit, réchauffement climatique, trop de monde sur nos montagnes. On voit bien le manque de neige en ce moment. Mais c'est évident. C'est difficile d'imaginer voir le grand tétras vivre oui, dans... et puis il disparaît partout, comme l'a dit mon père. Dans le Jura, c'est la même chose. Il disparaît des Asturies et dans le sud, dans les Pyrénées, il a disparu des Alpes. Donc là, ça va être un acharnement et ça va être évidemment l'argent public, quoi, avec des belles plaquettes. Et je pense que elle n'est pas là l'urgence, quoi. Il faut qu'on ait pour notre massif, des forêts de qualité, des forêts certes où on puisse encore produire, c'est certain, mais avec raison et avec des essences différentes, des âges différents, et c'est ça qui nous a enseigné cet oiseau. Et là, on le voit, nous, on marche dans des forêts de grands tétras, en l'occurrence, il y a de la vie, il y a des oiseaux, il y a quelque chose qu'on ressent qui est très fort. Et dans les forêts de production, pas du tout. Donc il est là le combat. Essayez vraiment travailler avec l'ONF, ce qu'a fait le groupe Tétras Vosges depuis des années, un travail fantastique, c'est de travailler avec et ils sont sensibles, beaucoup des agents forestiers sont sensibles à ça, avoir des forêts de qualité, tout simplement. Alors on parle du grand tétras, mais ce n'est pas la seule espèce qui est menacée. Que dire du manchot empereur que vous aviez suivi, qui subit lui aussi de plein fouet? Elle en est où, cette colonie que vous aviez suivie colonie de manchot empereur? Oui, alors là, on est carrément dans le Grand Sud. Après, elle en est où? C'est pareil. Donc là, on est sur du réchauffement climatique, c'est certain. Il y a les pesticides qu'on peut retrouver ici dans les estomacs de certains manchots. Et c'est une espèce qui est un peu phare. Et c'est vrai que ce soit dans le Grand Sud ou dans le Grand Nord, Arctique, Antarctique, on est sur une biodiversité une diversité animale qui est très faible. Donc il y a un impact direct. Et là, c'est une espèce qui est sur le fil. Il y a des colonies qui ont disparu. Celle du Mont d'Urville, ça va encore, mais en effet, on est sur des espèces très fragiles. Alors, dans votre film La Panthère des Neiges, parce qu'on on va en parler, sorti en décembre 2021, vous aviez aussi envie que le spectateur prenne conscience de cette fragilité, justement ce monde qui nous entoure aujourd'hui, qui est plus celui qu'on a connu peut-être il y a quelques années. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi dans cette quête, quelque part, avec le nombre d'entrées? On peut voir qu'il y a eu un impact. Oui, il y a eu un impact. Non, on était ravis. On était ravis des retours, évidemment. On n'imaginait pas ça. Avec Marie Amiguet, que j'ai amené dans l'aventure, Sylvain Tesson, Léopold Jacot, qui est venu 3-4 fois avec moi là-haut. Notre but, c'était ce partage de l'émotion, toucher les gens parce qu'ils nous animent, nous, parce qu'on a conscience de cette situation privilégiée qu'on a, et c'est embarquer les gens avec nous, à côté de nous, en affût, et de transmettre ça. Donc là, on a réussi. C'était compliqué grâce à ce mariage subtil entre la poésie c'est ce qui m'anime, moi, la poésie de ces instants sauvages, avec évidemment la force le poids des mots de Sylvain Tesson qui est là un peu comme le téléspectateur en l'occurrence. Il est novice, il découvre l'affût, la technique de l'affût, mais il arrive toujours à trouver le mot précis, la formule pour décrire ce que nous on ressent, mais voilà, qu'on essaye de le mettre au travers des images. Donc il y a cette espèce de de multi-compétences en quelque sorte, plus des sons nature. J'aime beaucoup enregistrer les sons nature, donc, et le mariage avec la musique de Warren Ellis. Tout ça pour aller toucher au plus profond de tout le monde. Ce qu'on a en nous, on le disait dans l'émission précédente, on reste des émerveillés, on reste des gamins, quoi. Cet émerveillement qu'on a gamin, très vite, il est broyé par le système, en l'occurrence le rail. On rentre dans un rail et on nous met des œillères et on oublie de regarder ce qui nous nourrit entre guillemets, et l'essentiel c'est la beauté des autres êtres vivants, et ça c'est un peu ce qu'on essaye de dire dans ce film de La Panthère des Neiges. La panthère, une fois de plus, c'est un prétexte. Elle nous a amené à voir plein d'autres espèces, et qu'il est temps de ralentir, de se poser, d'observer. Il y a le Covid qui nous a un peu appris ça. On a été un peu dans une obligation de ralentir, on a pu voir que les gens ont remarqué que les oiseaux chantaient, que la végétation poussait au printemps, que c'était magnifique. Mais comment se fait-il qu'on ait besoin d'alertes comme ça, de gifles comme ça, pour pas s'en rendre compte au quotidien, quoi? Donc la panthère, c'est un peu ça.
Nous, on a cet amour inconditionnel du vivant, des autres, et cette chance qui nous... Voilà, on est animé, c'est une nourriture spirituelle, quoi. Il faudrait que chacun s'en serve, l'utilise, quoi. Eh ben, je vous propose qu'on se nourrisse un tout petit peu. Regardez, on va regarder un extrait de la bande-annonce de La Panthère des Neiges, parce qu'on s'en lasse jamais. Allez, on regarde un petit extrait. Dans les yaks, ils nous ont vus, c'est certain. Meunier avait fait de l'affût une esthétique en même temps qu'une philosophie. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la panthère des neiges. This world has ears and rocks have eyes. En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient. The world is a bush full of fire. Dans la nature, t'es face à toi-même, tu peux pas tricher. Nature loves to hide. Meunier m'avait offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la terre. On pourrait tout regarder, hein, mais on va devoir s'arrêter. Il nous reste déjà plus beaucoup de temps d'émission. Comment s'est passée cette aventure, vous qui partez quand même plus souvent en solitaire? Là, vous êtes parti accompagné. C'est pas du tout la même démarche, pas du tout. Pas du tout, mais c'était vraiment mon souhait. C'était vraiment pour terminer ces 10 années là-bas au Tibet où je voulais faire un livre et puis ce film. Et j'avais eu l'occasion d'en faire d'autres où on me filmait, mais j'en avais un peu marre. Et là, je voulais qu'il y ait un plus bel écrin en quelque sorte. Et c'est pour ça que j'ai invité Tesson, Sylvain Tesson, qui a ce talent fou, hein, c'est vrai. Et donc, pour ce film, donc, je savais que je m'étais conditionné pour être en équipe. Et puis un film, on ne peut pas le faire vraiment tout seul. Donc malgré ça, on n'était que 3 ou 4 hein, sur le terrain maximum. Mais ça s'est très bien passé. On faisait des binômes, on se retrouvait de temps en temps. Et Sylvain, j'étais un peu angoissé. Hein, je ne savais pas comment il allait être sur le terrain, mais il a été un excellent élève, entre guillemets, très patient, très discret. Michel, vous avez déjà participé à certaines expéditions avec Vincent. Comment c'est de partir avec son fils et avec un grand solitaire? Eh bien, écoutez, oui, on a vécu pas mal. Il m'a amené, je l'ai amené dans les Vosges quand il était jeune, et lui, il a amené son père plus tard dans différents pays, mais notamment en Arctique. On a vécu quasiment 5 semaines tous les deux dans les froids de Arctique, dans le blizzard. C'est extraordinaire, mais bon, il faut le suivre. Hein, C'était pour voir le loup blanc? C'était pour voir le loup blanc. On n'a vu que des traces, mais en même temps, on a vu la vie. La vie, moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est ces espèces qui vivent comme le tétra dans des conditions épouvantables. Mais c'est fascinant, quoi. On croit qu'il n'y a pas de vie, c'est très dur. Et là, oui, ça a été un moment assez extraordinaire. Mais alors, il faut le suivre, quoi. Il faut le suivre parce que lui, c'est la lumière, il est guidé par la lumière. Vous n'existez plus. Hein, il marche. Et si vous avez sommeil, il vous dit, mais tu veux toujours dormir? Si vous avez faim, il vous dit, mais tu as déjà mangé? Mais ça faisait 10 heures qu'on avait mangé. Alors, mais non, mais c'est la lumière et les événements qui vont se passer. Il ressent les choses. Alors, il faut suivre. Vous validez ou pas, Vincent? Je ne dois pas m'en rendre compte parce que je n'ai pas l'impression que ce soit si dur, mais il n'est pas le seul à le dire. Donc oui, sûrement, mais c'est s'adapter au rythme des animaux. Je trouve ça fascinant. Mais oui, alors du coup, parfois c'est des petites siestes et c'est pas... C'est pas des grandes nuits. C'est pas des grandes nuits. Vous aviez évoqué dans des interviews, et vous nous l'avez dit tout à l'heure, un sentiment de culpabilité quand vous preniez l'avion, donc ça vous a fait réfléchir. Comment vous voyez vos autres projets, vos autres expéditions? J'imagine que vous n'avez pas terminé. Comment on fait du coup? On fait sans l'avion? Oui, au moins en tout cas. Je crois qu'au bout d'un moment, il faut cesser de prendre l'avion comme on prend un bus. Ça n'a plus de sens. Et je tente d'être cohérent, sans faire la morale à qui que ce soit. Mais pourtant, c'est mon métier. Maintenant, j'ai les moyens de voyager, mais je ne voyage plus en effet. La Panthère, elle a été vendue dans 25 pays. On a été invité partout. On a refusé, ça n'avait aucun sens de prendre l'avion pour débattre une demi-heure, 1 heure après le film. Donc non, mais je pense que c'est pour être un peu en cohérence avec ça. Et je le reprendrai peut-être, mais de manière raisonnée. Et si j'ai un autre moyen, je le ferai, évidemment. Je fais beaucoup de sons, c'est une horreur de voir le nombre d'avions qui polluent aussi le ciel, qui polluent ce silence.
Donc oui, il faut être un peu maintenant, il faut réviser un peu notre copie, je crois, mais sans être... Voilà, c'est ce que disait très bien Pierre Rabide, une sobriété heureuse. Je reste quand même heureux. Ce matin, j'étais à observer un faucon pèlerin, j'ai vu des gros becs dans la forêt de Douce-Ramon derrière chez moi, c'était fascinant. Donc c'est juste revoir notre notion du bonheur et de cesser d'être des enfants gâtés, oui, je crois. Et on va terminer sur un prochain film. Là, c'est un projet que j'aimerais bien, un peu à l'image de La Panthère. Ça va être plus compliqué, mais c'est de faire un film sur justement le Grand Tétras, avec mon père, et sur la forêt, le milieu de la forêt. Donc la plupart des images seront tournées dans les Vosges. Et c'est pour, une fois de plus, une transmission de toutes les émotions fortes qu'on a sous notre sapin à l'affût. Donc que vous feriez ensemble, que vous feriez avec les... Comment ça... Lui, je vais l'utiliser. Voilà, il a des choses à transmettre. Non, mais il a des messages qui, je trouve, assez forts, et c'est important de les mettre en image et de marier ses propos avec la poésie du sauvage. Et on peut espérer voir ça pour quand ? C'est en cours, je ne sais pas. C'est tellement long, les films, donc on verra. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Gentil. On aurait pu encore discuter longtemps, mais je crois que j'arrive au terme de l'émission. Donc un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.